Dans les archives judiciaires de Bahia, au Brésil, existe un document daté de 1843 qui raconte l'une des vengeances les plus calculées et dérangeantes jamais enregistrées dans l'Empire portugais. Une femme de la haute société força son époux à assister nuit après nuit à une série d'actes qu'elle orchestrait avec une précision chirurgicale, transformant leur maison en théâtre d'une humiliation méthodique qui scandalisa toute la province. Ce qui rend cette histoire encore plus troublante, c'est que pendant plus d'un siècle, elle fut effacée des registres officiels, survivant uniquement dans les mémoires orales des descendants d'esclaves qui chuchotaient son nom avec un mélange de terreur et de respect. Les documents qui subsistent sont fragmentaires, contradictoires, comme si plusieurs mains avaient tenté d'effacer cette vérité trop dérangeante pour être admise. Avant de plonger dans cette histoire qui défie l'imagination, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à laisser un commentaire en nous disant de quelle ville vous nous écoutez. Ces récits oubliés méritent d'être entendus, car ils révèlent des aspects de notre passé que l'histoire officielle préfère souvent enterrer. L'année 1838. La province de Bahia respirait encore l'opulence déclinante de l'époque coloniale, une opulence construite sur le dos de milliers d'âmes arrachées d'Afrique. Les fazendas de canne à sucre s'étendaient sur des kilomètres, leurs moulins écrasant non seulement la canne, mais aussi l'humanité de ceux qui y travaillaient. Dans ce monde où la peau déterminait le destin, où le fouet réglait les comptes et où le silence protégeait les privilèges, vivait une famille que nous appellerons les Tavares. La région du Reconcavo Baiano, ce croissant fertile qui entoure la baie de Tous les Saints, était alors le cœur économique de la province. Ces terres d'argile rouge, enrichies par des siècles de décomposition végétale, produisaient la meilleure canne à sucre de tout l'Empire portugais. Les plantations s'y succédaient comme les perles d'un collier macabre. Chacune un petit royaume autonome où un homme blanc régnait avec un pouvoir quasi divin sur des centaines d'existences réduites en esclavage. Le climat y était impitoyable. De novembre à mars, la saison des pluies transformait les chemins en rivières de boue rouge et faisait jaillir du sol une végétation d'une densité presque obscène. Les insectes proliféraient par millions et avec eux venaient les fièvres qui décimaient aussi bien les esclaves que les colons. D'avril à octobre, la sécheresse brûlait tout, transformant la terre en croûte craquelée, tandis que le soleil frappait avec une violence qui pouvait tuer un homme en quelques heures s'il restait exposé sans protection. C'est dans ce paysage de contraste extrême que se dressait la Casa Grande des Tavares, au sommet d'une colline qui dominait les champs de canne à perte de vue. La demeure avait été construite en 1782 par le grand-père de Rodrigo, un Portugais de Porto qui avait fait fortune dans le commerce triangulaire. Elle incarnait l'architecture coloniale à son apogée. Une structure massive en pierre de corail, extraite de la côte, chaulée jusqu'à une blancheur si pure qu'elle blessait les yeux à midi. Ses murs épais d'1 mètre gardaient à la fraîcheur pendant les journées torrides et protégeaient des pluies diluviennes. Les balcons en fer forgé, importés directement de Lisbonne, représentaient des motifs de vignes et de grappes, symboles de prospérité. Ils projetaient sur les murs blancs des ombres dentelées qui bougeaient avec le soleil, créant des jeux de lumière qui fascinaient et troublaient à la fois. Les fenêtres, hautes et étroites, selon le style mauresque hérité de l'occupation islamique du Portugal, étaient protégées par des volets de bois peints en bleu cobalt, la couleur censée repousser les mauvais esprits selon les croyances locales. À l'intérieur, la Casa Grande était un labyrinthe de pièces fraîches au sol de céramique portugaise, aux murs ornés d'azulejos bleus et blancs représentant des scènes bibliques ou champêtres. Le mobilier, lourd et sombre, venait en grande partie d'Europe, transporté dans les cales des navires pendant des mois. Des bahuts en jacaranda massif, des tables en bois de rose, des chaises cannées importées de France, tout témoignait de la richesse accumulée par 3 générations de Tavares. Mais le véritable centre nerveux de la fazenda n'était pas la Casa Grande. C'étaient les senzalas, ces longues baraques basses, construites en pisé et couvertes de tuiles d'argile, alignées derrière la résidence principale, comme les barreaux d'une prison horizontale.
Chaque senzala mesurait environ 30 mètres de long sur 5 de large, divisé en compartiments minuscules où les esclaves dormaient à même le sol, parfois 10 ou 15 personnes dans un espace prévu pour 4. L'odeur qui s'en dégageait, mélange de sueur, d'urine, de fumée de bois et de maladie, était perceptible à 50 mètres de distance. Entre la Casa Grande et les senzalas s'étendait un territoire intermédiaire où se jouaient les véritables dynamiques du pouvoir. La cuisine extérieure où les esclaves domestiques préparaient les repas, le puits communal où l'eau était tirée avant l'aube et après le crépuscule, les tables où les bêtes de somme côtoyaient les êtres humains réduits à un statut similaire, et surtout la cour centrale, cet espace de terre battue où se déroulaient les punitions publiques. Au centre de cette cour se dressait un poteau en bois de Massaranduba, un bois si dur qu'il résistait aux termites et à la pourriture. Des anneaux de fer y étaient fixés à différentes hauteurs. Les taches sombres qui maculaient le bois et la terre alentour témoignaient de décennies de supplices. C'était là que Rodrigo Tavares, comme son père et son grand-père avant lui, faisait fouetter les esclaves récalcitrants, utilisant ce spectacle de violence pour maintenir l'ordre et la terreur. Rodrigo Tavares avait hérité cette propriété de son père en 1833, à l'âge de 33 ans. La transition s'était faite brutalement. Son père, un homme robuste qui semblait indestructible, était mort en 3 jours d'une fièvre foudroyante. Rodrigo s'était retrouvé à la tête d'un empire qui comptait 300 esclaves, 1000 hectares de terres cultivées, 2 moulins à sucre et des dettes considérables auprès de créanciers de Salvador et même de Lisbonne. C'était un homme de haute stature, dépassant le mètre 80, ce qui le distinguait immédiatement dans une époque où la malnutrition et les maladies maintenaient la moyenne à environ 1,60 m. Ses épaules larges portaient encore les muscles développés dans sa jeunesse quand il accompagnait son père dans les inspections quotidiennes des champs, marchant des kilomètres sous le soleil. Mais à 38 ans, son corps commençait à trahir les excès. Un ventre qui s'arrondissait sous les chemises de lin, des joues marquées par les vaisseaux éclatés de l'alcool, des mains qui tremblaient légèrement le matin, avant le premier verre de cachaça. Son visage portait la marque de sa lignée, le nez fort et droit des Tavares, les yeux enfoncés sous des sourcils épais, la mâchoire carrée qui se serrait en une ligne dure quand il donnait des ordres. Sa peau, autrefois claire selon les standards portugais, avait pris au fil des années cette teinte rougeâtre des hommes qui passent leur vie entre le soleil tropical et les vapeurs de l'alcool. Ses cheveux, encore noirs mais striés de fils gris prématurés, étaient coiffés en arrière avec de la brillantine, dégageant un front haut où perlait constamment la sueur dans la chaleur étouffante de Bahia. Il parlait peu, préférant communiquer par des regards pesants et des gestes brusques. Quand sa voix résonnait dans les champs, grave et autoritaire, les contremaîtres se redressaient instantanément et les esclaves baissaient les yeux, sachant que croiser le regard du maître pouvait déclencher une punition immédiate. Il avait cette qualité particulière des hommes de pouvoir absolu, une présence qui précédait son arrivée, une aura de menace contenue qui faisait que même avant de le voir, on savait qu'il approchait. Rodrigo portait toujours la même tenue, un pantalon de toile épaisse rentré dans des bottes de cuir qui montaient jusqu'aux genoux, une chemise de lin blanc qu'il gardait ouverte jusqu'à mi-poitrine dans la chaleur, parfois un gilet sans manches en coton brun, et invariablement un chapeau de paille à large bord qui protégeait son visage du soleil impitoyable. À sa ceinture pendait un fouet court, le chicote, symbole de son autorité. Il ne l'utilisait pas souvent lui-même, préférant déléguer les punitions au contremaître, mais sa simple présence à sa hanche rappelait constamment à tous qui détenaient le pouvoir de vie et de mort. Son épouse, Catarina, était arrivée dans cette fazenda en 1836, après un mariage arrangé entre 2 familles de propriétaires terriens, cherchant à consolider leur position dans la hiérarchie coloniale. Elle avait alors 22 ans. Un âge déjà considéré comme tardif pour un premier mariage, dans une société où les filles étaient souvent promises dès 14 ou 15 ans. Ce retard s'expliquait par les exigences particulières de son père.
qui cherchait non pas simplement un mari riche, mais un homme dont le nom apporterait à sa famille le prestige qui lui manquait. Les portraits qui subsistent de cette époque, conservés dans les archives privées de descendants de la famille, la montrent comme une femme aux traits réguliers selon les canons de beauté portugais de l'époque. Ses cheveux sombres, presque noirs, étaient tirés en arrière selon la mode stricte qui prévalait dans les cercles conservateurs de Salvador, révélant un front haut, considéré comme signe d'intelligence, ce qui n'était pas nécessairement un compliment pour une femme de son temps. Son cou long, mis en valeur par le décolleté sage de ses robes et orné d'un collier de perles fines, lui donnait une allure aristocratique qui contrastait avec ses origines bourgeoises. Mais ce qui frappait vraiment chez elle, selon les témoignages contemporains consignés dans les correspondances et les journaux intimes de l'époque, c'était son regard. Alors que les femmes de sa classe étaient éduquées à baisser les yeux en présence des hommes, à cultiver une certaine douceur du regard, Catarina avait les yeux qui semblaient toujours en train d'évaluer, de calculer, de peser. Des yeux d'un brun si sombre qu'ils paraissaient noirs dans la pénombre, des yeux qui ne sciaient pas face à l'inconfort ou au déplaisir, des yeux qui dérangeaient parce qu'ils refusaient la soumission que son statut aurait dû imposer. Catarina venait d'une famille de Salvador, dont la fortune était récente et donc suspecte aux yeux de l'aristocratie coloniale établie. Son père, Manuel da Costa, avait commencé sa carrière comme simple commis dans une maison de commerce de Lisbonne, avant de se lancer dans l'aventure brésilienne à l'âge de 20 ans. En 3 décennies, il s'était enrichi dans le commerce triangulaire, cette danse macabre qui transportait des tissus et des armes vers l'Afrique, des esclaves vers le Brésil, et du sucre, du tabac et de l'or vers l'Europe. Manuel da Costa n'avait jamais caché la source de sa fortune, mais il n'en parlait pas non plus volontiers. Il vivait dans une maison imposante du quartier de Santo Antonio à Salvador, décorait ses murs de peintures religieuses coûteuses et faisait des dons généreux à l'église, comme pour racheter les péchés inhérents à son commerce. Il avait voulu faire de sa fille unique l'incarnation de la respectabilité qu'il ne pourrait jamais pleinement atteindre lui-même, étant de naissance trop modeste et de fortune trop récente. Ainsi, Catarina avait reçu une éducation exceptionnelle pour une femme de son époque et de son milieu. Elle avait appris à lire et à écrire non seulement en portugais, mais aussi en français, la langue de la culture et du raffinement. Un professeur français, réfugié des guerres napoléoniennes, venait 3 fois par semaine lui donner des leçons dans le salon de la maison familiale. Elle lisait Rousseau et Voltaire en cachette, car son père, malgré ses ambitions éducatives pour elle, n'aurait pas approuvé qu'elle s'expose aux idées subversives des philosophes des Lumières. Elle jouait du piano avec une compétence remarquable, ses doigts longs et fins courant sur les touches d'ivoire d'un instrument importé de Vienne à grands frais. Les après-midi, quand la chaleur rendait toute activité physique impossible, elle pratiquait pendant des heures des sonates de Mozart et de Beethoven, remplissant la maison de mélodies qui semblaient déplacées sous le ciel tropical. Elle connaissait aussi les classiques portugais, avait mémorisé des passages entiers de Camões, et pouvait réciter l'histoire du Portugal depuis la fondation du royaume jusqu'à la fuite de la famille royale vers Rio de Janeiro pendant les invasions napoléoniennes. Cette éducation sophistiquée, loin de faire d'elle une épouse plus désirable, avait en réalité compliqué la recherche d'un mari. Les hommes de la haute société coloniale, se méfiant des femmes trop instruites, les considérant comme potentiellement insoumises, ou pire encore, ridicules dans leur prétention à rivaliser intellectuellement avec les hommes. Le père de Catarina avait dû chercher pendant plusieurs années avant de trouver en Rodrigo Tavares un parti acceptable, suffisamment prestigieux pour élever le statut de la famille da Costa, mais suffisamment endetté pour accepter la dot substantielle qui accompagnait la mariée malgré sa réputation de femme difficile. Le mariage avait été célébré en juin 1836 dans l'église de Nossa Senhora da Conceição da Praia à Salvador, une cérémonie somptueuse qui avait coûté une fortune au père de Catarina. 300 invités avaient assisté à l'événement, représentant toute la société coloniale de Bahia, propriétaires terriens,
marchands enrichis, officiers de l'armée impériale, prêtres influents, et même quelques représentants du gouvernement provincial. Le banquet qui suivit dura jusqu'à l'aube, avec des tables croulant sous les plats importés d'Europe et les productions locales les plus raffinées. Mais derrière cette façade de célébration, les deux principaux intéressés entretenaient déjà une relation marquée par la méfiance mutuelle. Rodrigo voyait en Catarina une nécessité économique, une dot qui lui permettrait de rembourser ses dettes les plus pressantes et de moderniser ses moulins à sucre. Il trouvait son éducation prétentieuse et ses manières trop raffinées pour la vie rude d'une fazenda. Catarina, de son côté, avait compris dès les premières rencontres arrangées par leur famille que Rodrigo incarnait tout ce qu'elle méprisait. La brutalité déguisée en force, l'ignorance parée des atours de la tradition et surtout, cette arrogance particulière des hommes qui n'ont jamais eu à remettre en question leur droit à dominer. Le voyage de Salvador à la fazenda, effectué au lendemain des noces, avait duré 3 jours pénibles sur des routes à peine tracées. Catarina, habituée au confort relatif de la maison paternelle, découvrait la réalité du Brésil rural. La poussière rouge qui s'infiltrait partout, la chaleur étouffante qui rendait la respiration difficile, les insectes qui la piquaient sans répit, les nuits passées dans des auberges misérables où les rats couraient entre les poutres du plafond. Rodrigo la regardait souffrir avec une satisfaction à peine dissimulée, comme si ces épreuves devaient la briser et la rendre plus docile. Quand ils arrivèrent enfin à la fazenda, Catarina descendit de la carriole couverte de poussière, les vêtements trempés de sueur, les cheveux défaits. C'est à ce moment qu'elle vit pour la première fois les senzalas, ces baraques sombres d'où émanaient des bruits de voix étouffées et des pleurs d'enfants. Elle vit les esclaves alignés pour l'accueillir, leurs visages fermés, leurs corps marqués par le travail et les châtiments. Elle vit surtout leurs yeux, ces dizaines de pères d'yeux qui la regardaient avec un mélange d'indifférence, de curiosité et parfois de quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Les premiers mois du mariage furent marqués par une politesse glaciale qui était peut-être pire que l'hostilité ouverte. Rodrigo passait ses journées à inspecter les champs, chevauchant sous le soleil entre les rangées de cannes à sucre, discutant avec les contremaîtres des rendements et des punitions à infliger aux travailleurs jugés paresseux, comptant et recomptant les arobas de sucre produites par ses moulins. Il revenait le soir épuisé, sentant la sueur, la terre et parfois le rhum qu'il buvait avec les autres propriétaires lors de leurs rencontres hebdomadaires. Catarina, elle, restait confinée dans la Casa Grande, dans cet espace qui était censé être son royaume, mais qui ressemblait davantage à une prison dorée. Elle supervisait les esclaves domestiques, leur donnant des ordres pour le nettoyage, la cuisine, la lessive, toutes ces tâches domestiques que son éducation raffinée ne l'avait pas préparée à gérer, mais dont elle était désormais responsable. Elle brodait près des fenêtres pendant des heures, créant des motifs complexes sur du lin blanc, un travail minutieux qui occupait ses mains, mais laissait son esprit libre de vagabonder vers des pensées de plus en plus sombres. Elle écrivait aussi, beaucoup, des lettres à sa famille qu'elle commençait mais n'envoyait jamais, parce qu'admettre son malheur aurait été admettre son échec en tant qu'épouse. Des pages de journal intime où elle consignait ses observations sur la vie de la fazenda, les cruautés quotidiennes dont elle était témoin, les humiliations petites et grandes qu'elle subissait. Ces cahiers, elle les cachait dans un double fond de son coffre à vêtements, sachant que Rodrigo n'hésiterait pas à les brûler s'il les découvrait. Le soir, il dînait dans la grande salle à manger, assis à une table en jacaranda massif qui pouvait accueillir 20 personnes, mais où il n'était que 2, séparés par 3 mètres de bois poli qui reflétaient la lumière tremblante des chandelles. Le bruit des couverts en argent sur la porcelaine portugaise résonnait comme des accusations muettes dans le silence pesant. Parfois, Rodrigo essayait d'engager la conversation, posant des questions banales sur sa journée. Catarina répondait par des monosyllabes polis, refusant de lui donner la satisfaction d'un véritable échange. La nuit, Rodrigo venait dans la chambre conjugale et exerçait ce qu'il considérait comme ses droits maritaux.
Katharina se soumettait avec un détachement presque clinique, fixant le plafond pendant que son mari accomplissait l'acte avec une brutalité mécanique. Elle avait appris très tôt dans leur mariage que toute résistance ne ferait qu'aggraver la situation, alors elle avait développé cette capacité à s'absenter mentalement, à laisser son corps subir pendant que son esprit s'évadait vers des ailleurs imaginaires. C'est cette routine déshumanisante, cette vie réduite à une série de rituels vides et d'humiliations silencieuses qui préparait le terrain pour ce qui allait suivre. Car Katharina n'était pas une femme faite pour accepter indéfiniment l'injustice. Sous la surface de sa soumission apparente, quelque chose bouillonnait, une rage froide qui attendait simplement le bon catalyseur pour se transformer en action. La société esclavagiste de Bahia fonctionnait selon des codes rigides qui régissaient chaque aspect de l'existence, du lever au coucher du soleil, de la naissance à la mort. Les hommes blancs détenaient un pouvoir absolu non seulement sur leurs esclaves, mais aussi sur leurs épouses, leurs enfants, leurs employés libres. Le code civil portugais de l'époque, qui s'appliquait encore au Brésil malgré l'indépendance proclamée en 1822, stipulait clairement la subordination de la femme mariée. Elle ne pouvait ni gérer ses propres biens, ni entreprendre un voyage sans autorisation maritale, ni même témoigner en justice sans la permission expresse de son époux. Dans ce système juridique et social, Katharina n'était qu'une propriété de plus dans le vaste inventaire de Rodrigo, classé quelque part entre le mobilier précieux et les terres productives. Mais la réalité quotidienne de la fazenda révélait d'autres aspects du pouvoir, des dynamiques plus subtiles et complexes que ne le suggéraient les lois écrites. Les esclaves domestiques, ceux qui servaient dans la Casa Grande, vivaient dans une proximité troublante et constante avec leur maître. Ils voyaient tout, entendaient tout, savaient tout. Ils étaient présents quand les maîtres se disputaient, quand ils se réconciliaient, quand ils complotaient. Ils connaissaient les secrets de chambre à coucher, les maladies cachées, les dettes dissimulées, les infidélités évidentes. Et Katharina, avec son intelligence aiguisée et son éducation qui lui avait appris à observer et à analyser, comprit rapidement que ces êtres considérés comme des objets possédaient en réalité un réseau d'informations sophistiqué que ni Rodrigo, ni aucun maître blanc ne soupçonnait ou ne voulait reconnaître. Les esclaves communiquaient entre eux en portugais, certes, mais aussi dans des dialectes africains que beaucoup avaient préservés, créant ainsi des espaces de conversation où les maîtres ne pouvaient pas pénétrer. Ils chantaient pendant le travail, et ces chants qui semblaient de simples complaintes pour soulager la peine contenaient souvent des messages codés, des avertissements, des nouvelles transmises de plantation en plantation. Le soir, dans les senzalas, les anciens racontaient des histoires qui servaient à maintenir vivantes les traditions africaines, mais aussi à enseigner la résistance, la patience et parfois la vengeance. C'est par une nuit étouffante de février 1837 que Katharina découvrit la vérité complète sur son mari, une vérité qui transformerait sa rage sourde en détermination glaciale. Elle ne dormait pas, comme souvent depuis son arrivée à la fazenda. La chaleur rendait le sommeil presque impossible pendant les mois d'été, et même avec toutes les fenêtres ouvertes, l'air restait épais, immobile, suffocant. Elle gisait sur le lit, vêtue d'une simple chemise de nuit en coton fin, écoutant les bruits de la nuit tropicale. Le chant strident des cigales, le coassement des grenouilles dans les temps proches, les cris occasionnels d'un animal de la forêt. Vers 3 heures du matin, elle entendit des pas dans le couloir. Pas les pas lourds et assurés de Rodrigo pendant la journée, mais des pas furtifs, hésitants, comme ceux d'un voleur. La porte de la chambre conjugale s'ouvrit lentement, avec précaution, puis se referma avec un déclic presque inaudible. À travers ses cils mi-clos, feignant le sommeil, Katharina observa son mari traverser la pièce dans l'obscurité. Il se dirigea vers la cuvette d'eau de porcelaine posée sur la commode, et là, dans le clair de lune qui pénétrait par la fenêtre, elle le vit se laver le visage et les mains avec une minutie inhabituelle, frottant sa peau encore et encore, comme s'il essayait d'effacer quelque chose d'invisible.
Il y avait dans ses gestes quelque chose de révélateur, une urgence mêlée de culpabilité que Katharina reconnut instinctivement. Elle avait lu assez de littérature, observé assez de comportements humains pour comprendre ce langage corporel de la honte mal dissimulée. Rodrigo se séchait maintenant avec une serviette, vérifiant ses vêtements, rectifiant sa chemise. Puis il se glissa dans le lit à côté d'elle, croyant sa femme profondément endormie, et quelques minutes plus tard, sa respiration devint régulière, signe qu'il s'était abandonné au sommeil. Katharina resta éveillée jusqu'à l'aube, réfléchissant. Ce n'était pas la première fois qu'elle remarquait ses absences nocturnes, mais elle avait jusqu'alors préféré les ignorer, se disant que peut-être Rodrigo souffrait d'insomnie et se promenait dans la propriété. Maintenant, elle ne pouvait plus se cacher derrière cette naïveté volontaire. Elle devait savoir. Le lendemain après-midi, pendant que Rodrigo inspectait les champs les plus éloignés de la fazenda, Katharina convoqua Johanna dans sa chambre. Johanna était une esclave domestique d'environ 40 ans, affectée au lavage et au repassage du linge. Elle avait été achetée très jeune dans une vente aux enchères à Salvador, arrachée à sa famille en Afrique alors qu'elle n'était qu'une enfant. 30 ans de travail constant avaient courbé son dos, creusé son visage, blanchi prématurément ses cheveux. Mais ses yeux restaient vifs, intelligents, observateurs. Katharina ferma la porte de la chambre, un geste inhabituel qui fit immédiatement comprendre à Johanna que cette conversation serait différente des instructions domestiques habituelles. Elle fit signe à l'esclave de s'asseoir sur un tabouret près de la fenêtre, un autre geste sans précédent, car les esclaves restaient toujours debout en présence de leur maître. « Johanna » commença Katharina d'une voix douce mais ferme. « Je vais te poser une question et je veux que tu me dises la vérité. Je te promets que rien de ce que tu diras ne retombera sur toi. Tu as ma parole. » Johanna baissa les yeux vers ses mains calleuses posées sur ses genoux. « Señora, les esclaves ne doivent pas parler de certaines choses. Je sais, mais j'ai besoin de savoir. Où va mon mari la nuit ?» Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Johanna tremblait visiblement, déchirée entre la peur de parler et la peur de refuser de répondre à sa maîtresse. Finalement, elle leva les yeux vers Katharina et dut voir dans son regard quelque chose qui la décida. « Il va au Senzala, Señora, comme tous les maîtres. Explique-moi. » Et Johanna parla. Les mots sortirent lentement au début, puis de plus en plus vite, comme un barrage qui cède et libère des années d'observation silencieuse. Elle raconta que Rodrigo, comme son père et son grand-père avant lui, considérait les femmes esclaves comme sa propriété non seulement pour le travail, mais aussi pour son plaisir sexuel. Plusieurs fois par semaine, parfois presque chaque nuit pendant certaines périodes, il se rendait dans les Senzala après minuit, quand il pensait que tout le monde dormait. Il choisissait ses victimes avec une prédilection pour les plus jeunes, celles entre 15 et 25 ans, celles dont les corps n'avaient pas encore été complètement brisés par le travail des champs. Il entrait dans les compartiments sombres, réveillait la femme qu'il avait choisie d'un simple geste, et elle devait le suivre. Refuser était impossible. La résistance se payait par le fouet public, la vente à une plantation encore plus cruelle, ou pire encore, la séparation d'avec ses enfants. Certaines de ces femmes tombaient enceintes. Quand c'était le cas, elles étaient soit vendues à des fazendas éloignées avant que leur ventre ne devienne trop visible, soit gardées, mais leurs enfants métis, ces preuves vivantes des viols du maître, disparaissaient mystérieusement peu après la naissance. Vendus à des marchands d'esclaves de passage, envoyés dans des villes lointaines, parfois même abandonnés en forêt, selon les rumeurs les plus sombres. Rodrigo ne voulait pas que ses enfants à la peau claire grandissent sur sa propriété, rappel constant de ses actes. Johanna nomma des noms. Maria, une jeune femme de 18 ans qui travaillait aux cuisines et que Rodrigo avait forcée pendant 6 mois avant de la vendre à une plantation de tabac dans le Sertão. Benedita, qui s'était pendue dans les Senzala après avoir été violée à répétition et avoir vu son bébé à la peau claire disparaître une nuit. Luisa, Francisca, Rosa, la liste continuait, une litanie de souffrances qui donnait le vertige. Combien de femmes, Johanna, depuis que tu es ici?
Johanna secoua la tête, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues creuses. Beaucoup, Señora. Trop pour compter, le vieux maître faisait pareil, et son père avant lui, c'est comme ça partout. Catarina écouta tout cela sans broncher, son visage demeurant aussi impassible qu'un masque de cire. Elle avait appris très jeune à contrôler ses expressions, une compétence essentielle pour une femme dans une société qui punissait toute manifestation d'émotion considérée comme inappropriée. Mais à l'intérieur, quelque chose se brisait et se recomposait simultanément, formant une structure nouvelle, plus dure, plus tranchante, plus dangereuse. Cette nuit-là, Catarina ne dormit pas du tout. Elle resta assise près de la fenêtre de sa chambre, enveloppée dans un châle malgré la chaleur, regardant les étoiles australes briller au-dessus des champs de canne. C'étaient les mêmes constellations que les marins utilisaient pour naviguer depuis l'Europe, les mêmes étoiles qui avaient guidé les navires transportant des millions d'Africains vers cette terre maudite. Elle pensait à toutes ces jeunes femmes, arrachées à leur village, à leurs familles, entassées dans les cales puantes des navires négriers pendant des mois, survivant à peine au voyage mortel de la traversée atlantique, pour ensuite être vendues comme du bétail et condamnées à travailler jusqu'à l'épuisement sous un soleil meurtrier, et finalement forcées de subir les assauts nocturnes de leur maître. Quelle accumulation de souffrances un être humain pouvait-il endurer avant de se briser complètement? Elle pensait aussi à sa propre situation, qui lui semblait maintenant presque dérisoire en comparaison, mais non moins intolérable dans sa logique. Elle était elle aussi une prisonnière, certes dans une prison dorée, avec de la nourriture abondante et des robes de soie, mais une prison néanmoins. Comme ces femmes esclaves, elle ne pouvait pas refuser les attentions de Rodrigo. Comme elle était réduite à un corps destiné à servir les désirs et les besoins d'un homme. La seule différence était que son exploitation était sanctifiée par l'Église et reconnue par la loi, tandis que la leur était simplement ignorée, considérée comme sans importance parce qu'elle n'était pas considérée comme pleinement humaine. Mais Catarina n'était pas une femme ordinaire. Beaucoup de femmes de sa classe, confrontées à la même découverte, auraient fermé les yeux, se seraient réfugiées dans la dévotion religieuse ou dans les vapeurs d'alcool et de laudanum. Elles auraient accepté que c'était ainsi que le monde fonctionnait, que les hommes avaient leurs appétits et qu'il était du devoir des femmes vertueuses de les tolérer silencieusement. Mais Catarina avait cette qualité rare qui distingue ceux qui subissent de ceux qui ripostent, une capacité à transformer la rage en stratégie, l'humiliation en arme, le désespoir en détermination. Au lever du soleil, elle avait déjà commencé à élaborer son plan. Ce ne serait pas une vengeance impulsive, un accès de violence qui la détruirait elle-même. Non, ce serait quelque chose de calculé, de précis, de parfaitement dosé pour infliger le maximum d'humiliation psychologique à Rodrigo, tout en lui ôtant toute possibilité de représailles. Elle ne voulait pas simplement le blesser. Elle voulait le briser de la même manière qu'il avait brisé tant de femmes. Les semaines suivantes, elle observa méthodiquement. Elle nota les habitudes de Rodrigo avec une précision scientifique. Ses horaires, ses préférences, ses routines, ses faiblesses. Elle étudia aussi la dynamique complexe de la fazenda, identifiant les alliances, les rancœurs, les dettes de pouvoir qui existaient entre les esclaves eux-mêmes. Dans ce microcosme brutal, il existait une hiérarchie qui reproduisait en plus petit les structures de la société coloniale dans son ensemble. Les esclaves domestiques, qui travaillaient dans la Casa Grande, occupaient le sommet de cette hiérarchie servile. Ils mangeaient mieux, portaient des vêtements moins déchirés, dormaient dans des espaces légèrement moins surpeuplés. Certains méprisaient même les esclaves des champs, reproduisant envers eux les attitudes de supériorité qu'ils subissaient eux-mêmes de la part des maîtres blancs. Les hommes les plus forts, ceux que Rodrigo utilisait comme contremaîtres et capatazes, jouissaient de privilèges minimes mais significatifs dans ce contexte de privation extrême. De meilleures rations alimentaires, l'autorisation de garder un couteau pour leur travail, parfois le droit d'avoir une femme attitrée, une forme grotesque de famille dans un système qui niait précisément l'humanité familiale des esclaves.
Mais il existait aussi des hommes qui ne rentraient dans aucune catégorie confortable. Des hommes qui avaient conservé une étincelle de rébellion malgré les années de brutalité. Katharina les repéra avec son instinct aiguisé. C'étaient ceux dont le regard ne se baissait pas assez vite quand le maître passait. Ceux dont les mâchoires se crispaient imperceptiblement quand un ordre particulièrement humiliant était donné. Ceux dont les mains se fermaient en poings discrets quand ils croyaient que personne ne les observait. Elle en identifia 8 en particulier. 8 hommes dans la force de l'âge, entre 25 et 40 ans, tous travaillant au moulin à sucre et dans les champs. Certains avaient été capturés en Afrique et gardaient encore des souvenirs fragmentés d'une vie de liberté. D'autres étaient nés en esclavage au Brésil, connaissant uniquement cette existence de souffrance, mais la rejetant néanmoins dans les profondeurs de leur être. Ce qui les unissait n'était pas seulement leur force physique, mais une rage contenue, visible pour qui savait regarder dans la tension permanente de leur corps, dans la manière dont leur regard se faisait parfois lointain, comme s'ils voyaient au-delà des limites de leur prison à ciel ouvert. Elle apprit leurs noms et leurs histoires, questionnant discrètement Johanna et d'autres esclaves domestiques qui servaient de pont entre la Casa Grande et les Senzala. Thomas avait 32 ans. Il était originaire du royaume du Congo et avait été capturé à l'âge de 23 ans lors d'une razzia menée par des marchands d'esclaves portugais alliés à un chef de tribu rival. Son dos portait un réseau complexe de cicatrices, témoignage de plusieurs tentatives d'évasion au cours de ses premières années au Brésil. Il avait fini par accepter l'impossibilité de s'échapper, les distances étant trop grandes, la vigilance trop stricte, mais son esprit n'avait jamais été vraiment brisé. Il parlait peu, mais quand il le faisait, les autres esclaves l'écoutaient avec respect. Benedito avait 28 ans. Né dans une fazenda voisine, il avait été vendu à Rodrigo 5 ans auparavant, après avoir été accusé d'avoir volé de la nourriture. Sa mère avait été vendue séparément vers le nord, et il ne l'avait jamais revue. Cette séparation l'avait marqué profondément, créant en lui une amertume froide qui transparaissait dans chacun de ses gestes. Il excellait dans le travail au moulin, manipulant les lourdes meules avec une force brute qui impressionnait même les contremaîtres. Joachim était le plus jeune du groupe, 25 ans à peine. Ses muscles saillaient sous sa peau sombre, résultat d'années de travail physique intense commencées dès l'enfance. Mais ce qui frappait chez lui était son regard perpétuellement méfiant, toujours en mouvement, comme s'il évaluait constamment les dangers et les opportunités. Il avait été acheté très jeune lors d'une vente aux enchères et n'avait pratiquement aucun souvenir d'une vie en dehors de l'esclavage, ce qui le rendait à la fois plus résigné et paradoxalement plus dangereux, car il n'avait rien à perdre. Matheus, 35 ans, portait sur sa joue gauche la marque au fer rouge d'une tentative d'évasion dans sa jeunesse, un F stylisé qui signifiait « fugitivo ». Cette marque l'avait rendu méfiant envers toute nouvelle forme de risque, mais également amer envers ses oppresseurs. Damian, 30 ans, était connu pour sa capacité à réparer n'importe quel outil, n'importe quel mécanisme. Cette compétence lui avait valu une certaine indulgence de la part de Rodrigo, mais aussi l'envie d'autres esclaves qui le soupçonnaient de collaboration excessive avec les maîtres. Gabriel, 29 ans, avait été acheté 3 ans auparavant avec sa femme, mais celle-ci était morte en couche l'année précédente. Depuis, il travaillait avec une intensité presque suicidaire, comme s'il cherchait à s'épuiser jusqu'à l'oubli. Vicente, 40 ans, était le plus âgé du groupe. Né en Afrique dans ce qui est aujourd'hui l'Angola, il avait passé plus de la moitié de sa vie en esclavage. Son corps portait les stigmates de décennies de travail brutal, mais son esprit restait acéré. Il connaissait les plantes médicinales et servait parfois de guérisseur informel pour les autres esclaves. Paulo, 27 ans, était réputé pour son silence presque total. Certains disaient qu'il avait été traumatisé dans son enfance, témoin du meurtre de ses parents pendant la capture. Il travaillait mécaniquement, comme un automate, mais ses yeux trahissaient une conscience aiguë de tout ce qui l'entourait. Entre mars et août 1837, Katharina élabora son plan avec une patience terrifiante.
Elle commença par établir un contact indirect avec ces 8 hommes, utilisant Johanna comme intermédiaire. Les messages étaient cryptiques, ambigus, mais porteurs d'une promesse, la possibilité d'une revanche, ou du moins d'un moment où les rôles seraient inversés. Elle savait qu'elle jouait un jeu dangereux. Si Rodrigo découvrait ses intentions, elle pourrait être répudiée, enfermée dans un couvent, voire pire. Mais elle avait calculé que son mari, dans son arrogance masculine, ne la soupçonnerait jamais capable d'une telle audace. Pour lui, comme pour tous les hommes de sa classe, les femmes n'avaient pas de véritable volonté propre. En parallèle, Catarina modifia subtilement la dynamique de la Casa Grande. Elle commença à accorder de petites faveurs aux esclaves domestiques. Une ration de cachaça supplémentaire pour les hommes, un morceau de tissu pour les femmes, la permission de chanter le dimanche. Ces gestes, en apparence anodins, créaient une dette morale. Les esclaves commencèrent à la voir différemment, non plus comme une simple extension du pouvoir de Rodrigo, mais comme une entité autonome, imprévisible, potentiellement alliée. Elle attendit le moment propice. Il arriva en septembre 1837. Rodrigo devait partir pour Salvador afin de régler des affaires commerciales liées à la vente de la récolte de sucre. Le voyage nécessitait 1 semaine d'absence. Mais 3 jours avant son départ, il reçut un message urgent d'un associé. Les prix du sucre chutaient. Il fallait négocier immédiatement. Rodrigo avança son départ, quittant la fazenda dans la précipitation, sans même prendre le temps de donner ses instructions habituelles. Catarina le regarda partir depuis le balcon, son cheval soulevant des nuages de poussière rouge sur le chemin. Elle attendit que la silhouette disparaisse complètement à l'horizon. Puis elle se tourna vers Johanna, qui se tenait dans l'embrasure de la porte. « Dis-leur de venir ce soir, après le coucher du soleil. » Un par un, par la porte de derrière. Johanna ouvrit la bouche, puis la referma. Elle avait compris, ou du moins deviné, ce que Catarina préparait. La peur se lisait sur son visage, mais aussi quelque chose d'autre. Une curiosité morbide, peut-être même une forme d'excitation. Sauf que Rodrigo ne resta pas absent. Le lendemain de son départ, son cheval boita, et il dut rebrousser chemin. Il arriva à la fazenda en fin d'après-midi, épuisé et de mauvaise humeur. Catarina l'accueillit avec un calme glacial. « Tu es revenu. Le maudit cheval s'est blessé, je repartirai demain avec une monture fraîche. » Cette nuit-là, Rodrigo dormit d'un sommeil lourd, épuisé par la chaleur et le voyage manqué. C'est à ce moment que Catarina mit son plan en œuvre, mais avec une modification cruciale, une modification qui transformerait son acte de vengeance personnelle en quelque chose de bien plus dérangeant. À 2 heures du matin, Catarina se leva silencieusement. Elle avait dissous dans le vin du dîner de Rodrigo une dose d'extrait de mandragore, suffisante pour le plonger dans un état de semi-conscience où il ne dormirait pas vraiment, mais ne pourrait pas non plus réagir ou bouger avec coordination. Elle avait obtenu cette substance d'un curandeiro local, un guérisseur métis qui connaissait les plantes et leurs propriétés. Elle descendit au rez-de-chaussée, où Johanna l'attendait, avec les 8 hommes. Ils se tenaient dans l'ombre de la cuisine, silencieux, leurs yeux brillants dans l'obscurité comme ceux de fauves. Quand Catarina apparut, vêtue d'une simple chemise de nuit blanche, ils reculèrent instinctivement. « N'ayez pas peur, » murmura-t-elle. « Cette nuit, je ne suis pas votre maîtresse. Et vous n'êtes pas mes esclaves. » Elle les guida à l'étage, vers la chambre conjugale. Rodrigo était allongé sur le lit, les yeux mi-ouverts, fixant le plafond sans vraiment voir. Quand Catarina alluma les chandelles, il tourna lentement la tête vers elle, incapable de parler, sa bouche produisant seulement des sons gutturaux incompréhensibles. « Tu te demandes ce qui se passe, Rodrigo ?» La voix de Catarina était douce, presque tendre, ce qui la rendait encore plus terrifiante. « Tu vas comprendre, cette nuit, tu vas ressentir ce que tes victimes ont ressenti pendant des années, l'impuissance, l'humiliation, la réduction à l'état d'objet. » Elle se tourna vers les 8 hommes qui se tenaient dans l'embrasure de la porte, hésitants, incrédules face à ce qui leur était offert. « Approchez. »
Ce qui se passa cette nuit-là dans la chambre de la Casa Grande défie toute description qui respecterait les conventions de la bienséance. Catarina orchestra chaque moment avec une précision clinique. Elle força Rodrigo, paralysé par la drogue mais conscient de chaque détail, à observer pendant qu'elle se donnait successivement aux 8 esclaves. Elle le fit sur le lit conjugal, à quelques centimètres de son mari impuissant, veillant à ce qu'il voie chaque geste, entende chaque son. Mais l'acte lui-même n'était qu'une partie de la vengeance. Entre chaque homme, Catarina parlait à Rodrigo, lui décrivant ce qu'il ressentait probablement. La rage, l'humiliation, le sentiment d'être violé dans son âme, sinon dans son corps. Elle lui rappelait chaque femme qu'il avait forcée, chaque enfant métis qu'il avait vendu, chaque nuit où il était rentré dans la chambre conjugale en portant encore l'odeur de ses crimes. Les 8 hommes participèrent avec des attitudes diverses. Certains hésitèrent longuement, conscients qu'ils franchissaient une ligne qui pourrait les mener à la mort. D'autres, comme Thomas, le Congolais aux cicatrices, y allèrent avec une rage à peine contenue, comme s'ils violentaient symboliquement tout le système qui les opprimait. Joachim, le plus jeune, pleura pendant l'acte, submergé par la confusion morale de la situation. L'aube arriva, blanchissant lentement les fenêtres. Catarina congédia les 8 hommes, leur ordonnant de retourner au Senzala et de ne jamais parler de cette nuit sous peine de mort. Elle savait qu'ils obéiraient, non par peur, mais par une forme de loyauté complexe qu'elle avait tissée. Puis, elle se tourna vers Rodrigo, dont les yeux injectés de sang la fixaient avec une haine qui aurait pu consumer le monde. « Maintenant, nous sommes quittes. Tu as passé des années à briser des femmes. Cette nuit, j'ai brisé ton orgueil. Nous ne reparlerons jamais de ceci. Mais chaque fois que tu poseras les yeux sur moi, tu te souviendras, et tu sauras que je possède un pouvoir que tu ne pourras jamais récupérer. » Rodrigo récupéra l'usage de ses membres vers 8 heures du matin. Il se leva péniblement, le corps tremblant, et vacilla jusqu'à la cuvette d'eau où il se lava le visage avec des gestes saccadés. Catarina était assise près de la fenêtre, brodant tranquillement, comme si rien ne s'était passé. « Si tu parles de cette nuit à quiconque, dit-elle sans lever les yeux de son ouvrage, je raconterai à toute la province que tu as été incapable de protéger ton honneur conjugal contre tes propres esclaves. Que tu es resté là, impuissant, pendant qu'ils prenaient ce qui t'appartenait. Réfléchis bien, Rodrigo. Dans ce monde, qu'est-ce qui détruit le plus un homme? L'humiliation privée ou la honte publique? Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle menace. Rodrigo comprit immédiatement qu'il était piégé. S'il dénonçait Catarina, il devrait admettre sa propre passivité, son incapacité à maintenir l'ordre dans sa propre maison. Dans la société esclavagiste de Bahia, où la virilité se mesurait au contrôle absolu sur les êtres inférieurs, cet aveu équivaudrait à un suicide social. Il resta 3 jours sans lui adresser la parole. Puis, progressivement, une routine se réinstalla, mais transformée, empoisonnée par le secret qui les liait désormais. Rodrigo reporta son voyage à Salvador et resta à la fazenda, observant Catarina avec une méfiance maladive. Il cherchait des signes, des preuves, n'importe quoi qui lui permettrait de reprendre le contrôle. Ce qu'il trouva le terrifia plus que tout. Catarina était enceinte. L'annonce vint en décembre 1837. Le médecin de Salvador, appelé pour confirmer les soupçons, déclara que Catarina portait un enfant depuis environ 3 mois. Rodrigo fit les calculs. L'enfant avait été conçu précisément durant cette nuit maudite. « De qui ?» demanda-t-il, la voix blanche. Catarina sourit, un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Le tien, bien sûr. Qui d'autre ? Un mari a toujours des droits conjugaux, même quand il ne s'en souvient pas. » Le doute était planté comme un poison. Rodrigo n'avait aucun moyen de savoir avec certitude. La médecine de l'époque ne permettait pas de déterminer la paternité. Il devrait vivre avec cette incertitude dévorante. L'enfant qui naîtrait porterait-il réellement son sang, ou serait-il le fils d'un de ses 8 esclaves? Les mois suivants furent marqués par une atmosphère de plus en plus lourde dans la Casa Grande.
Rodrigo oscillait entre des accès de rage pendant lesquels il fouettait les esclaves des champs pour des infractions imaginaires et des moments de prostration où il restait enfermé dans son bureau, buvant de la cachaça jusqu'à l'inconscience. Catarina, elle, rayonnait d'une sérénité troublante. Elle supervisa la préparation de la chambre du futur enfant, commanda du mobilier de Salvador, broda des vêtements minuscules. Elle se promenait souvent dans les jardins, son ventre s'arrondissant sous ses robes empires, saluant les esclaves avec une courtoisie qui les déconcertait. Les 8 hommes évitaient soigneusement de croiser son regard. Mais il arriva que Catarina cherche délibérément leur présence. Un jour de mars 1838, elle convoqua Thomas, le Congolais, sous prétexte de faire réparer une fenêtre de sa chambre. Quand il entra, tremblant de peur, elle posa la main sur son ventre et dit « Regarde ce que nous avons créé, une nouvelle vie. Peut-être sera-t-elle libre un jour. » Thomas ne répondit rien, mais ses yeux s'emplirent de larmes. Il sortit de la chambre comme un homme en transe. En avril 1838, un incident vint compliquer encore la situation. Joachim, le plus jeune des 8, tenta de s'enfuir. Il fut rattrapé au bout de 3 jours, épuisé, affamé. La punition traditionnelle pour un esclave marron était le fouet public, parfois la mutilation. Rodrigo ordonna qu'on l'enchaîne au poteau de flagellation dans la cour centrale de la fazenda. Mais Catarina intervint. Non. Rodrigo se tourna vers elle, incrédule. Comment oses-tu? Il m'appartient maintenant. Tu m'as donné la gestion des esclaves domestiques. Joaquin travaillait à la Casa Grande. Je décide de sa punition. C'était un mensonge éhonté. Joachim n'avait jamais été affecté aux tâches domestiques. Mais Catarina le dit avec une telle autorité que Rodrigo, affaibli par des mois d'alcoolisme et de tourments psychologiques, ne contesta pas. Il se contenta de cracher par terre et de s'éloigner. Catarina fit enfermer Joachim dans un réduit sous l'escalier de la Casa Grande. Elle lui apportait elle-même sa nourriture, 1 fois par jour. Personne ne savait ce qu'il se disait pendant ces brèves rencontres. Mais Joachim en ressortit, 2 semaines plus tard, avec quelque chose de changé dans le regard, une détermination nouvelle. L'enfant naquit le 26 août 1838. C'était un garçon. L'accouchement fut difficile, Catarina perdant beaucoup de sang, et pendant plusieurs heures, le médecin crut qu'elle ne survivrait pas. Mais elle s'accrocha à la vie avec cette même ténacité qu'elle avait mise à orchestrer sa vengeance. Quand on lui présenta l'enfant, Rodrigo le fixa longuement. Le nouveau-né avait la peau claire, mais cela ne prouvait rien. Les enfants métis au 1er degré naissaient parfois avec une peau presque blanche. Il faudrait attendre des mois, voire des années, pour que les traits se précisent. « Comment veux-tu l'appeler » demanda Catarina depuis son lit, encore pâle mais souriante. Rodrigo ne répondit pas immédiatement. Il regardait les mains minuscules du bébé, ses yeux qui s'ouvraient par intermittence, révélant un iris sombre. Antonio. C'était le prénom du père de Rodrigo, un homme dur qui avait bâti la fortune des Tavares sur le travail forcé. En donnant ce nom, Rodrigo tentait peut-être de réaffirmer une lignée, de conjurer le doute qui le rongeait. Mais les mois suivants ne lui apportèrent aucune paix. Antonio grandissait, et chaque nouvelle étape de son développement était scrutée avec une anxiété maladive. Quand ses cheveux poussèrent, ils étaient sombres et légèrement bouclés. Rodrigo passa des heures à les examiner, cherchant des signes de métissage. Ses traits restaient ambigus, ni clairement portugais, ni clairement africains. Ce qui acheva Rodrigo fut un incident survenu en mars 1839. Antonio avait alors 7 mois. Catarina le promenait dans le jardin, et ils croisèrent Thomas, qui travaillait à tailler les haies. Le bébé tendit les bras vers l'esclave et gazouilla joyeusement. Thomas s'immobilisa, le visage transformé par une émotion qu'il ne put dissimuler. Rodrigo observait la scène depuis son bureau à l'étage. Ce qu'il vit le brisa définitivement. Il descendit lentement, traversa le jardin et gifla Catarina avec une violence telle qu'elle tomba au sol, tenant désespérément Antonio contre elle pour le protéger.
Tu es une traînée qui a souillé le nom des Tavares. Catarina se releva, du sang coulant de sa lèvre fendue. Mais au lieu de baisser les yeux, elle soutint le regard de Rodrigo avec un défi glacial. « Je suis ce que tu as fait de moi. » Cette nuit-là, Rodrigo convoqua les 8 esclaves dans la cour de la fazenda. Il était ivre, tenant un pistolet d'une main tremblante. Les hommes se tinrent devant lui, silencieux, sachant que leur mort était peut-être proche. « Lequel d'entre vous est le père ?» Personne ne répondit. Rodrigo arma le pistolet et le pointa vers Thomas. « Toi, c'est toi, n'est-ce pas ?» Avant que quelqu'un puisse réagir, Catarina apparut sur le balcon de la Casa Grande, tenant Antonio dans ses bras. « Si tu tues un seul de ces hommes, je monte sur ce cheval et je vais directement à Salvador raconter notre histoire. Tout. Les viols que tu as commis pendant des années. La nuit où tu as été drogué et humilié. L'enfant dont tu ne sauras jamais s'il est le tien. Je transformerai ton nom en risée dans toute la province. » Le pistolet trembla dans la main de Rodrigo. Puis, lentement, il baissa le bras. Les esclaves furent congédiés. Rodrigo monta dans sa chambre et ne parla plus pendant 3 jours. L'histoire aurait pu s'arrêter là, dans cette impasse toxique où les 2 époux se détruisaient mutuellement. Mais en juillet 1840, un événement vint tout faire basculer. Un incendie éclata dans la Casa Grande. Il débuta en pleine nuit, dans le bureau de Rodrigo, et se propagea avec une rapidité effrayante. Les cris réveillèrent toute la fazenda. Les esclaves formèrent une chaîne pour passer des seaux d'eau, mais le feu était trop puissant. La structure en bois de l'étage s'effondra, transformant la demeure élégante en brasier infernal. Catarina et Antonio furent sauvés par Joachim, qui se précipita dans les flammes et les porta dehors. Rodrigo, lui, périt dans l'incendie. Son corps fut retrouvé le lendemain matin, carbonisé, dans les décombres de son bureau. L'enquête menée par les autorités de Salvador conclut à un accident. Rodrigo était connu pour boire et fumer la pipe tard le soir. Un tison tombait sur des papiers, et la tragédie était inévitable. Personne ne posa trop de questions. Les propriétaires terriens préféraient éviter que les autorités coloniales n'inspectent de trop près leur fazenda. Catarina hérita de tout. La fazenda, les terres, les esclaves, les dettes aussi. Elle vendit une partie des terres pour éponger les créances et reconstruisit une Casa Grande plus petite mais plus moderne. Elle modifia aussi le fonctionnement de la fazenda. Les punitions corporelles furent considérablement réduites. Les esclaves reçurent de meilleures rations. Certains furent même affranchis. Joachim devint le contremaître en chef, un poste qu'aucun esclave n'avait jamais occupé dans la région. Les 8 hommes de cette nuit maudite reçurent un traitement préférentiel, sans que jamais rien ne soit dit explicitement. Antonio grandit dans cet environnement étrange, où les frontières entre maîtres et esclaves semblaient plus floues que partout ailleurs. Catarina lui enseigna à lire et à écrire, lui parla de justice et d'humanité, tout en lui cachant soigneusement la vérité sur ses origines. Mais dans les sensalas, les gens savaient. Les esclaves parlent entre eux, transmettent les histoires. Ils appelaient Antonio au filo da venganza, l'enfant de la vengeance. Certains le regardaient avec espoir, d'autres avec méfiance, tous avec curiosité. En 1843, 5 ans après la mort de Rodrigo, un événement extraordinaire se produisit. Un magistrat de Salvador, enquêtant sur des affaires de succession dans la région, tomba sur un document troublant. C'était une lettre écrite par Rodrigo quelques jours avant l'incendie où il racontait l'humiliation qu'il avait subie. La lettre n'avait jamais été envoyée, mais elle existait, cachée dans les archives d'un notaire que Rodrigo avait consulté dans l'intention de répudier Catarina. Le magistrat, un homme nommé Francisco Guimarães, était connu pour son intégrité, mais aussi pour sa curiosité malsaine envers les scandales de la haute société. Il se rendit à la fazenda des Tavares, décidé à interroger Catarina. Ce qui se passa lors de cet entretien reste un mystère. Ils parlèrent pendant 3 heures, seuls dans le salon de la Casa Grande.
Quand le magistrat ressortit, son visage était pâle, son regard fuyant. Il remonta dans sa voiture sans un mot et repartit pour Salvador. Le lendemain, il fit porter un message à Catarina. « J'ai détruit la lettre. » Certaines vérités ne doivent jamais être révélées, car elles détruiraient plus que les coupables. Que lui avait dit Catarina? Avait-elle menacé de révéler d'autres secrets, impliquant peut-être des hommes puissants de Salvador? Lui avait-elle offert de l'argent? Ou avait-elle simplement raconté son histoire de telle manière que le magistrat avait compris la justice complexe de sa vengeance? Nous ne le saurons jamais. Le magistrat Guimarães mourut 2 ans plus tard, emportant le secret dans sa tombe. Catarina vécut jusqu'en 1864, atteignant l'âge respectable de 50 ans. Elle vit l'abolition progressive de la traite négrière, les premiers mouvements abolitionnistes, les tensions croissantes dans l'Empire du Brésil. Sur son lit de mort, elle fit venir Antonio, alors âgé de 26 ans. « Il y a quelque chose que tu dois savoir », murmura-t-elle, sa voix affaiblie par la maladie. « Sur ton père. » Antonio se pencha vers elle, le cœur battant. « Rodrigo Tavares était un homme cruel », continua Catarina. « Mais il était ton père biologique, je me suis assuré de cela, même si lui ne l'a jamais su. La nuit de ta conception, c'était plus compliqué que les histoires le racontent. Alors pourquoi? Pourquoi toute cette mise en scène? Parce que je voulais qu'il comprenne ce que ses victimes ressentaient, l'incertitude, l'impuissance, l'humiliation. Et je voulais que toi, mon fils, tu grandisses dans un monde où tu verrais la complexité morale de nos actions. Rien n'est simple. Ni le bien, ni le mal, ni la justice. » Elle ferma les yeux et mourut quelques heures plus tard. Antonio fit enterrer sa mère dans le petit cimetière familial qui surplombait les champs de Cannes. Thomas, devenu un vieil homme libre, assista aux funérailles. Quand tous furent partis, il s'approcha de la tombe et déposa une fleur sauvage, cueillie dans les collines. « Nous ne saurons jamais la vérité, » murmura-t-il, « et peut-être c'est mieux ainsi. » L'histoire de Catarina et Rodrigo Tavares disparut des mémoires collectives pendant plus d'1 siècle. Elle fut redécouverte en 1993, quand un historien brésilien, fouillant dans les archives judiciaires de Bahia, tomba sur le dossier du magistrat Guimarães. Il n'y trouvait que des allusions cryptiques, des références à une affaire délicate impliquant une veuve respectable et des circonstances qui ne doivent jamais être rendues publiques. Intrigué, l'historien creusa plus profond. Il interrogea des descendants de familles qui avaient vécu dans la région à cette époque. Les récits qu'il recueillit étaient contradictoires, chacun ajoutant ou retranchant des détails, transformant les faits en légendes. Certains disaient que l'incendie qui avait tué Rodrigo était un accident. D'autres juraient que Joachim l'avait allumé intentionnellement, sur ordre de Catarina. Il y avait même une version selon laquelle les 8 esclaves s'étaient réunis cette nuit-là pour tuer Rodrigo de leurs propres mains, Catarina n'ayant été qu'un témoin impuissant. Quant à la paternité d'Antonio, les avis divergeaient radicalement. Les descendants de la famille Tavares insistaient sur sa légitimité, pointant vers des ressemblances physiques avec Rodrigo. Mais d'autres, notamment parmi les communautés afro-brésiliennes de la région, maintenaient qu'Antonio était le fils de Thomas, et que Catarina avait menti sur son lit de mort pour protéger la réputation de son fils. L'historien publia un article prudent, exposant les faits vérifiables et les zones d'ombre. Mais il conclut avec une réflexion qui résume peut-être le mieux cette histoire. Dans le système esclavagiste du Brésil colonial, la vérité était une marchandise contrôlée par ceux qui détenaient le pouvoir. Les esclaves n'avaient pas le droit de témoigner en justice. Les femmes ne pouvaient pas gérer leurs propres affaires. Les documents étaient détruits, les mémoires réécrites, les scandales enterrés. Ce que Catarina Tavares accomplit, que ce soit par vengeance pure ou par une forme tordue de justice, fut de reprendre le contrôle de sa propre narration. Elle créa un mystère si profond que même aujourd'hui, 2 siècles plus tard, nous ne pouvons pas démêler le vrai du faux. Et peut-être est-ce là sa victoire ultime. Avoir échappé au jugement définitif, avoir laissé une histoire qui se refuse à toute conclusion certaine.
Vous venez d'écouter une des histoires les plus troublantes des archives coloniales brésiliennes. Est-ce que tout cela est vraiment arrivé? Les documents existent, fragmentaires et ambigus. Les témoignages oraux persistent, transformés par le temps. Mais la vérité complète nous échappe, comme elle échappera peut-être toujours. Si cette histoire vous a donné des frissons, laissez un commentaire en nous disant ce que vous pensez vraiment s'est passé. Croyez-vous que Catarina ait dit la vérité sur son lit de mort? Pensez-vous que l'incendie était un accident? Et surtout, pensez-vous que sa vengeance était justifiée? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires oubliées, ces récits sombres que l'histoire officielle préfère parfois taire. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, sont fascinés par les mystères du passé. Car au final, c'est dans ces zones grises de l'histoire, où le bien et le mal se confondent, où la victime devient bourreau et le bourreau victime, que nous découvrons les vérités les plus dérangeantes sur la nature humaine.